Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la semaine 17 déjà de NFL. Vous connaissez le principe, aujourd'hui ce sera le flop 10, demain le top 10. Je vous rappelle que les deux émissions draft sont toujours disponibles. Évidemment, les deux derniers épisodes sur la chaîne sont deux épisodes avec une mock draft du premier tour et même le premier choix du deuxième tour. Donc voilà, on se retrouve donc pour la semaine 17, on se reverra en semaine 18. Et puis ensuite on verra, bien sûr le format que j'ai choisi se prête pas forcément pour les playoffs. Donc voilà, on verra ce qu'on fait pour les playoffs, peut-être des petites émissions de débrief. Et puis on se retrouvera pour la draft au mois d'avril. Et donc, on commence aujourd'hui avec le flop 10 de la semaine. Les 10 moins bons quarterbacks de la semaine. Vous connaissez le principe. Et numéro 10 de ce flop, j'ai placé Jalen Hurts. 18 sur 23, 167 yards, 3 touchdowns, une interception. Alors, c'est vrai que l'interception, disons qu'elle est moins... elle est moins relevant, elle est moins... j'arrive pas à trouver le mot français. Pertinente, merci. Elle est moins pertinente que dans d'autres cas, puisque c'est sur une Ave Maria en toute fin de match, sur le dernier jeu du match. Mais voilà, à côté de ça, les stats sont pas infamantes pour Jalen Hurts, mais c'est vrai qu'une défaite face aux Cardinals, quand on prétend jouer le titre, ça fait mauvais genre. Et puis moi, ce que j'ai trouvé sur Jalen Hurts sur ce match-là, c'est que je l'ai trouvé peu inspiré, sur ces... il y a plusieurs jeux qui étaient des design runs, donc des jeux dessinés pour la course. Et en fait, quand tu voyais qu'il n'y avait pas de solution, c'est pas parce qu'on t'a désigné un jeu pour la course que tu n'as pas le droit de lancer le ballon. Et en particulier de se débarrasser du ballon. Non, il a préféré prendre le sac, c'est arrivé 2 fois. Je ne sais même pas comment ça marche d'ailleurs les statistiques, parce qu'en fait c'est lui qui concède le sac tout seul, donc ça doit être, j'imagine, le joueur qui le touche, qui est crédité du sac, notamment Buda Baker 1 ou 2 fois c'est arrivé. Mais voilà, c'est arrivé au moins 2 fois où on part sur un jeu destiné pour la course, et puis bon, il voit que c'est fermé, il n'y a pas de solution, et dans ce cas-là, débarrasse-toi du ballon. Non, lui, il préférait se coucher. Voilà, je l'ai trouvé peu inspiré là-dessus. Sur ces tentatives de passe, c'est pas infamant, mais c'est vrai que bon, voilà, ça les a mis en difficulté quand même. Et bon, en plus, les Cards leur avaient fait un petit cadeau là en fin de match. C'était vraiment l'occasion d'aller gagner ce match parce que à 28-28 et 4 minutes, ils font un onside kick. Je sais pas, voilà, ils ont essayé le onside kick surprise. Du coup, les Eagles sont repartis dans le camp des Cardinals et ils ont pu mettre qu'un field goal, et derrière ça se conclut par le game winning drive avec le touchdown de James Conner en fin de match. Voilà, donc bon, les stats sont pas infamantes, 18 sur 23, 167 yards, c'est un peu faible. Il a une bonne connexion avec AJ Brown, avec Julio Jones. Ça m'a surpris de voir Julio Jones. On savait qu'il avait signé aux Eagles, mais on le voyait pas tellement. Voilà, Devonta Smith a pas été en vue. En particulier, il a raté à un moment donné une passe un peu désespérée là, en fin de première mi-temps qui se conclut par un ballon droppé. Donc pas forcément aidé, mais voilà, peu inspiré. C'est pour ça que je l'ai placé 10e de ce flop 10. Numéro 9. Numéro 9. Alors, excusez-moi, ah bah si, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Numéro 9, Tua Tagovailoa des Miami Dolphins. Oui, le score parle de lui-même parce que les stats aussi, 22 sur 38, 237 yards, d'accord, mais 2 touchdowns pour 2 interceptions. Il nous a pas tellement habitués à ça cette saison. Et voilà, on retrouve encore les Dolphins qui sont en difficulté face à une équipe qui a un bon bilan, et en particulier qui a le meilleur bilan de l'AFC et qui fait figure de favori pour le titre, en tout cas d'un des favoris pour le titre. Je crois même que c'est les favoris au niveau des bookmakers, les Ravens. Voilà, les Dolphins ont existé une mi-temps et derrière, ça marchait plus. Toi un peu dégoupillé avec ses interceptions, et derrière, voilà, il y a rien qui a fonctionné, ils se sont fait rouler dessus.
Donc défaite inquiétante, c'est dommage parce que ils auraient pu remporter les divisions avec une victoire contre les Ravens. Ça va leur offrir une finale pour le titre de division. Alors ils seront en playoff, mais à quel seed? Et en particulier, est-ce qu'ils seront vainqueurs de division? Donc est-ce qu'ils auront le tour de wildcard à minima à domicile? Ça dépendra du coup de leur match face aux Bills. C'est pas gagné d'avance, loin de là. Je me demande même si les Bills sont pas favoris. En tout cas, match serré à minima et une finale très intéressante. Ce sera le Sunday Night Football, le dernier match de cette saison régulière, dimanche, dans la nuit en tout cas de dimanche à lundi. Numéro 8, j'ai placé Easton Stick des Chargers à 24 sur 38, 220 yards, pas de touchdown, pas d'interception. Et j'ai pas de touchdown, pourquoi? Parce que ils ont marqué 9 points, donc forcément compliqué. Compliqué. Voilà, il fait pas d'erreur manifeste, mais il fait pas avancer les chaînes. C'est aussi simple que ça. Je pensais que les Chargers auraient leur carte à jouer, et ils l'ont eu finalement, puisqu'ils perdent qu'une possession, 16-9. Ils auraient leur carte à jouer, je pensais ça, puisque Russell Wilson n'était pas titulaire. Donc voilà, dans un match où les deux équipes jouent plus grand chose, même si les Broncos avaient encore un infime espoir de se qualifier en playoff. Mais les résultats des autres matchs ont mis fin à ces espoirs-là. Donc les deux équipes sont éliminées. On verra ce que ça donne pour la semaine prochaine. Et puis on verra ce que ça donne pour l'année prochaine. Il devrait avoir un choix de draft assez haut, entre, disons, la 5 et la 7e place. Dans ces eaux-là, il y a une petite lutte avec les Titans, les Jets, si je ne dis pas de bêtises. Les Cardinals également, éventuellement, qui sont un petit peu plus hauts. Les Patriots, pourquoi pas. Mais voilà, ça devrait jouer dans ces zones-là entre 5 et 7 pour les Chargers. Numéro, j'en suis à 7. J'ai placé Ryan Tannehill des Titans. C'est pareil, la fin de saison est terminée. La fin de saison est compliquée. 16 sur 20, 168 yards. Pas de touchdown, pas d'interception. On retrouve le Ryan Tannehill qu'on avait au début de saison, en fait. C'est-à-dire le peu efficace, d'accord, pas d'énormes bêtises, mais on s'ennuie à mourir quand on regarde ces Titans menés par Ryan Tannehill. Ils ont encore mangé 5 sacs après avoir encaissé 6 la semaine dernière. Va falloir faire quelque chose sur cette ligne offensive. Je pense que le quarterback titulaire sera Will Levis l'année prochaine. Il a fait plutôt des prestations relativement correctes. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, Ryan Tannehill, ça sent la fin de carrière a priori, ou en tout cas la fin de carrière comme titulaire. On verra s'il a une place de remplaçant quelque part, mais rien n'est moins sûr. Puis il commence à faire son âge aussi, donc ce serait pas impossible qu'il prenne sa retraite. Numéro 7, j'ai placé 19, 8, 7, 6, pardon, on est déjà au 6. J'ai placé le duo de quarterback. Non, je vais pas placer ça du tout. J'ai placé Josh Allen. Excusez-moi, c'est moi qui ai oublié d'ouvrir ma page sur le site. Josh Allen, évidemment. Numéro 6, et oui, malgré la victoire des Bills, parce que ça a été un match compliqué offensivement. Il a 15 sur 30, 50% de passe. Ça lui ressemble pas, 169 yards. Pas de touchdown à la passe, une interception. Alors, il met 2 touchdowns au sol, il fait 2 fumbles qui sont recouverts. Mais oh là là, va falloir faire mieux que ça face aux Dolphins la semaine prochaine. Là, ça passe. C'était les Patriots qui jouent plus rien, mais qui ont bien fait jouer à nouveau un mauvais tour. Ils avaient déjà battu les Bills en début de saison. Et du coup, c'est la défense qui fait gagner ce match. 3 interceptions du côté Oh, excusez-moi, 3 interceptions pour, je vais y arriver, la défense des Bills face aux Patriots. Je vais y arriver. Voilà, on reparlera de Bailey Zappi un petit peu plus tard, mais voilà, la prestation offensive en tout cas n'était pas là. Excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu. La prestation offensive n'était pas là du côté des Bills. Prestation inquiétante. Et face aux Dolphins, va falloir faire mieux. Je crois qu'ils partent légèrement favoris, mais ça va être un match très très intéressant. Et a priori, j'espère qu'on aura un match en tout cas serré, plus serré qu'au match aller, parce que ça promet un bel affrontement et potentiellement une petite preview de ce qui pourrait se passer en playoff. Parce
pourrait se rejouer en playoff. Je crois même que si les Bills gagnent, ils pourraient potentiellement se rejouer dès le tour de wildcard. Numéro 5, du coup, j'en arrive à mon duo. C'est là que je voulais parler d'un duo, puisque j'ai placé le duo de quarterback des Vikings, Jarnell et Nick Mullens. Jarnell finit à 5 sur 10, 67 yards, un touchdown. Pas touchdown, pardon, une interception et un fumble perdu. Il a été remplacé par Nick Mullens, qui n'a pas fait beaucoup mieux, 13 sur 22, 113 yards pour un touchdown. Cette attaque des Vikings a été complètement annihilée, hein. C'était un match quand même qui était intéressant parce qu'ils pouvaient encore jouer une place de playoff. Alors c'est encore possible, mais il faudrait un concours de circonstances absolument incroyable, donc ça paraît cuit du côté des Vikings. Mais voilà, ils pouvaient encore jouer quelque chose. Ils ont été complètement dominés des deux côtés du ballon par cette équipe de Green Bay qui est bien parti pour se qualifier en playoff. Il va leur manquer une victoire la semaine prochaine face aux Bears. C'est pas gagné d'avance, mais en tout cas, ils ont leur destin entre les mains. Et oui, les Vikings, pour en revenir, voilà, on va terminer cette saison et ce sera intéressant de voir ce qu'on fait l'année prochaine au poste de quarterback, hein, parce qu'on sait que Kirk Cousins est en fin de contrat, il sera blessé pour une partie de la saison 2024. Je ne sais pas encore pour combien de temps, évidemment, c'est un peu loin tout ça, mais il a une grave blessure, donc est-ce qu'il va revenir et quand, et est-ce qu'il va revenir aux Vikings? Avant la saison, ça parlait d'un départ éventuellement, donc est-ce qu'ils vont faire quelque chose à la free agency? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose à la draft? On verra, c'est possible qu'ils draftent un quarterback. Moi, dans ma mock, je leur ai fait prendre au premier tour un quarterback. Peut-être qu'ils attendront un peu plus tard, mais c'est possible qu'ils en draftent un. En tout cas, vu ce qu'ils ont, à minima, en drafter un, même si tu décides de partir avec Kirk Cousins ou un autre, en drafter un minima pour être sur le banc, voilà, donc peut-être un petit peu plus loin. Ce ne sera pas du luxe vu leur duo là, qui a pas été concluant, et Josh Dobbs non plus. On passe au numéro 4. J'ai placé ici Sam Howell, 10 sur 27. Non, pardon, ça c'est le score. 27-10, c'est la défaite. 17 sur 28, c'est guère mieux. Un touchdown, 2 interceptions. Ça avait plutôt pas mal démarré pour Sam Howell. On l'a dit, il a un corps de receveur assez intéressant. Il a montré qu'il avait des qualités à la passe, que voilà, il savait faire fructifier ce corps de receveur. Terry McLaurin notamment, Dodson, Curtis Samuel, voilà, il y a du monde. Mais ici, bon, c'est pas le premier quarterback à se planter face à la défense des Niners, mais il a ensuite beaucoup souffert, il a lancé 2 interceptions. Donc voilà, match compliqué. Moi, je pense qu'il faut continuer quand même à faire confiance à Samuel. Il a montré qu'il pouvait être correct. Quand tu as un quarterback correct, tu t'y tiens, tu n'investis pas un premier tour, un choix aussi haut sur un quarterback, parce que ça veut dire tout redémarrer à zéro, à moins vraiment que tu sois amoureux d'un et que tu te dises, oh là là, celui-là c'est le franchise QB du futur, il va faire une saison exceptionnelle dès sa première saison, mais moi je m'y risquerais pas. Il y a d'autres trous, il faut l'aider au niveau de sa ligne offensive, même s'il a concédé qu'un sac ici, il faut absolument l'aider. Donc moi je partirais sur un tackle, mais bon, on verra ce qu'ils font. Certainement un nouveau coaching staff, on sait qu'en général ils aiment bien prendre un nouveau quarterback, donc on verra ce qui se passe, et puis de toute façon on aura un peu des rumeurs d'ici la draft. Numéro 3 de ce flop, j'ai placé Bryce Young. J'aurais pu le mettre un peu plus haut parce que le pauvre, l'équipe a marqué 0 points. Bon, mais vous verrez que les deux du dessus quand même ont été quand même assez catastrophiques. Donc Bryce Young des Panthers, 19 sur 32, 112 yards, pas de touchdown évidemment, ils ont fini à 0 points, une interception, 6 sacs concédés. C'est la galère pour ce pauvre Bryce Young qui avait montré des choses. Il a flirté, hein, il y a eu des semaines là où je l'ai mis ni dans le top ni dans le flop. Il a même été dans le top une semaine là, mais quelle saison galère. Et les pauvres n'auront même pas le premier choix de la draft puisqu'ils l'ont envoyé du côté des Bears. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rester avec leur premier choix de deuxième tour? Est-ce qu'ils vont essayer de monter? Mais en tout cas, une chose sûre, c'est qu'il va falloir aider Bryce Young. À minima, un receveur et puis éventuellement du monde sur la ligne offensive également. Va falloir faire quelque chose pour l'aider parce que c'est pas possible. Et puis
il y a que Adam Thielen qui est pas tout jeune en plus dans ce corps de receveurs des Panthers. Jonathan Mingo a déçu un peu, mais il est jeune, on va lui laisser un peu le bénéfice du doute, mais il va falloir un gros receveur physique pour aider Bryce Young parce que en plus il garde trop le ballon, il essaye du coup de montrer qu'il peut être un peu le sauveur et bon bah voilà, il n'a pas existé dans ce match. Il y aura un match de division, alors on ne sait jamais gagner d'avance, mais bon, les Bucks jouent la victoire de division et donc leur qualification en playoff. Je pense que les Buccaneers pourraient s'imposer, mais le match aller avait été un petit peu serré, donc voilà. On n'enterre pas tout de suite les Panthers pour la semaine prochaine, mais ça paraît compliqué. En tout cas, on va se tourner tout de suite vers la saison prochaine, hein, va falloir faire quelque chose cette intersaison, réfléchir à comment aider Bryce Young, qui a été en grande difficulté. Numéro 2 de ce flop 10 de la semaine, j'ai placé ici Bailey Zappi, 16 sur 26, 209 yards, pas de touchdown, 3 interceptions, un touchdown au sol néanmoins. Ouais, c'est toujours on souffle le chaud et le froid hein, avec Bailey Zappi et là ça n'a pas été bon parce qu'on l'a dit, ça n'a pas été bon du tout du côté des Bills de l'autre côté et du coup ils auraient peut-être pu faire quelque chose avec un Bailey Zappi qui fait un peu moins de bêtises, qui à minimum ne fait pas d'erreur, voilà, 3 interceptions et ça finit à 6 points, donc on peut dire qu'avec une interception voire avec 2 ça aurait peut-être pu se passer autrement, il n'en a rien été. Mais voilà, les Patriots, on va se tourner vers la saison prochaine, vers un quarterback. Alors mon ami Wake, que j'ai reçu ici plusieurs fois, qui est supporter des Patriots, me disait qu'il n'était pas si sûr qu'on prenne un quarterback au premier tour. Il serait plutôt de tendance à prendre Marvin Harrison Jr. s'il est disponible, le receveur, et éventuellement à prendre un quarterback au deuxième tour comme Michael Penix par exemple, qui a fait un match exceptionnel en demi-finale de playoff. Bon, pourquoi pas, hein, tout peut se défendre. Mais en tout cas, on va se tourner vers un quarterback à un moment ou un autre du côté des Patriots, ça paraît assez certain. Et numéro 1 de ce flop 10, j'ai placé Taylor Heinicke. Je l'ai un peu encensé rapidement la semaine dernière en disant que quand on avait un quarterback qui sait à peu près lancer le ballon, on voyait la différence du côté des Falcons. Mais bon, là, grande difficulté face aux Bears, 10 sur 29, un touchdown, 3 interceptions. Il a même cédé sa place à Desmond Ridder, qui est allé aussi de sa petite interception. Bon, il a marqué un touchdown au sol aussi, Taylor Heinicke, mais compliqué. Et voilà, quand j'ai fait la mock draft, Chaba, qui était là, a été surpris quand j'ai annoncé que je prenais un quarterback au premier tour pour les Falcons, mais ça me semble d'une évidence claire. Enfin, je les vois vraiment pas faire autre chose. Après, ils ont fait des choses tellement bizarres. Personne ne s'attendait à ce qu'ils aillent prendre Kyle Pitts aussi haut. Personne ne s'attendait à ce qu'ils prennent Bijan Robinson. Quand tu as une équipe où tu n'as quasiment rien, tu prends pas un running back a priori au premier tour. Aussi bon soit-il et aussi Bijan Robinson-nesque soit-il. Mais bon, moi, je les vois pas faire autre chose que de prendre un quarterback. Pour moi, il faut même qu'il monte. Je l'ai dit lors de ma mock draft, j'aurais mis Drake May parce que j'avais envoyé Caleb Williams du côté des Patriots, mais ils ne l'auront pas en 10, faut pas rêver. Donc moi, si je suis le front office des Falcons, et je l'espère, le nouveau coaching staff des Falcons, parce que Arthur Smith, c'est plus possible. Je me tourne vers un quarterback et j'envoie des billes pour essayer de monter et d'aller choisir celui que je veux, ou en tout cas le deuxième du plateau si j'ai pas celui que je veux avec mon choix. Mais voilà, il va falloir essayer de faire quelque chose. La situation au poste de quarterback est trop compliquée. On peut faire des choses avec des quarterbacks qui tiennent à peu près la route. J'ai vanté les mérites de Justin Fields, j'ai vanté les mérites de Samuel par exemple, mais là c'est juste pas possible. Donc voilà, voilà pour ce qui est de Taylor Heinicke et des Falcons. On se retrouvera donc demain pour le top, on se retrouvera la semaine prochaine pour le flop et le top, et on en verra un petit peu sur les playoffs, et on commencera aussi à parler draft. Mais voilà, le titre de l'épisode, c'était qui veut un quarterback, hein. Pour moi, à minima, les Falcons,
les Patriots, peut-être les Vikings auraient besoin. On a parlé des Riders, même si là, il n'est pas dans le flop 10. Eden O'Connell, je pense que c'est une idée aussi. Voilà, c'est les franchises qui, a priori, devraient se tourner vers un quarterback au premier tour, selon moi. Voilà, on va se quitter comme ça pour cet épisode de Franchise QB. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve demain, pas la semaine prochaine, on se retrouve demain pour le top de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.